Bienvenue dans Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. Dans ce 6e épisode, nous nous intéresserons aux évolutions du métier de gestionnaire de fortune indépendant. Repenser son modèle d'affaires sous la contrainte réglementaire est un processus exigeant qui entraîne investissement technologique et positionnement stratégique. Désormais soumis à la protection des données personnelles, le gestionnaire de fortune indépendant doit aussi s'assurer de la continuité de ses activités. Toutes les structures vont-elles pouvoir faire face à de telles exigences ? Avec nous pour répondre à cette question et aborder la thématique de la transformation actuelle et à venir du métier de gestionnaire de fortune, 2 experts, 2 invités. Bonjour à vous, Benjamin Castin. Bonjour. Bienvenue. Frédéric Depoix, bonjour à vous. Bonjour Elsa. Commençons par vous, Frédéric. Après un début de carrière comme trader de café, vous vous étiez lancé dans la gestion de fortune chez Morgan Stanley et Hippo Suisse pendant environ une quinzaine d'années. Vous avez rejoint en 2013 Nudge2Key, fondé à Genève en 1964 et devenu depuis l'un des plus grands gérants indépendants de Suisse. Renommé NS Partner en septembre, le groupe gère ou administre environ 11 milliards de francs d'actifs. Vous y dirigez aujourd'hui l'activité de gestion de fortune. Benjamin, vous êtes senior manager chez Mazars à Genève. Après une formation en finance, vous avez intégré en 2008 le département d'audit bancaire de Deloitte à Paris, puis à New York et Genève. En 2018, vous avez rejoint le cabinet Mazars, où vous développez les activités d'audit et de conseil auprès d'établissements bancaires, de gestionnaires de fortune et de trustees. Commençons avec vous, Benjamin. Avec les nouvelles lois, LS-FIN et LE-FIN, l'industrie des gestionnaires de fortune indépendants, les GFI, subissent une mutation structurelle. Rappelez-nous, s'il vous plaît, le contexte de cette réglementation. Alors, le contexte de cette réglementation, c'est avant tout un contexte international. C'est-à-dire que la Suisse, les autorités suisses ont décidé, quelque part, de renforcer la visibilité justement des GFI et d'aligner la place financière, d'aligner quelque part l'organisation de la place financière avec ce qui se fait notamment en Europe. Et donc l'intérêt aujourd'hui pour l'industrie suisse, c'est de pouvoir améliorer quelque part la compétitivité et de pouvoir justement permettre à ces gérants d'avoir accès au marché européen, de pouvoir justement bénéficier d'une visibilité aussi importante que ses voisins. Nombreux sont les GFI qui redoutent, on imagine, ces exigences réglementaires. À votre avis, Benjamin, quelle est la proportion d'entre eux en capacité de répondre à cette nouvelle exigence ? Aujourd'hui, c'est très compliqué de répondre. Aujourd'hui, c'est très compliqué de répondre parce qu'on n'a pas de visibilité globale, finalement, sur les GFI, sur finalement leur taille, leur volonté, leur capacité, quelque part, à évoluer. Certains sont déjà organisés, d'autres non. Quelle est la proportion ? C'est très compliqué. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 10% des GFI qui ont lancé la procédure, justement, d'obtention de cette licence. Et on est finalement encore dans la période transitoire. Et la question, c'est de savoir finalement quelle va être la proportion finale à la fin de cette période transitoire. On pense que ça sera plus que 10%. On estime effectivement qu'il y aura il y aura une proportion qui va s'accélérer, une augmentation de demandes. Mais jusqu'où on va aller, c'est assez compliqué aujourd'hui de pouvoir se projeter. On est vraiment dans une période de grande incertitude. Oui, on est dans une période de grande incertitude et les GFI en premier. Je pense qu'il y a beaucoup de GFI qui, quelque part, regardent un petit peu ce qui se passe, notamment avec les premiers qui ont appliqué pour cette licence, savoir un petit peu comment est-ce que la FINMA réagit, quelles sont les contraintes qui leur sont demandées, le temps que ça prend, le coût aussi qui est demandé. Et aujourd'hui, cette incertitude-là, elle est partagée, je pense, par tous les acteurs. Comment NS Partners vit-il ce contexte réglementaire et quel a été finalement le déclencheur de votre propre transformation ? Voilà, c'est une grosse transformation parce qu'on est passé sur les dernières années d'un monde qui a beaucoup changé. D'abord, le monde extérieur a changé et puis notre structure a changé. Donc, il y a eu des événements internes et externes, exogènes et endogènes. L'exogène typique, évidemment, c'était la crise de 2008.
on était obligé de repenser tout notre modèle d'affaires, repenser notre fonctionnement, changer nos métiers, évoluer. Puis le deuxième changement, c'est ce que vous racontiez, Benjamin, c'est la régulation, la FINMA qui arrive. Nous, on a été enregistré à la FINMA en 2014, donc l'année de nos 50 ans. Plus, on venait de fêter nos 50 ans et on a eu la FINMA, donc qui était un bel anniversaire. Hein. Vous étiez là depuis un an? Moi, j'étais là, je venais d'arriver. Et au début, je n'ai pas bien compris le changement de la FINMA, mais c'est vrai que ça a été restructurant pour nous. Parce que la FINMA nous a obligés à repenser notre modèle d'affaires. Donc, je fais partie des rares qui disent du bien de la FINMA. Et la FINMA a été un apport très positif pour nous parce qu'on a recontextualisé un peu notre univers de gestion et repensé notre fonctionnement. Vous parliez d'une grande transformation de Nudge to Key à NS Partners, du changement dans la continuité? Oui, alors, alors on n'a pas. C'est vrai qu'il y a deux changements. Il y a un changement sur la forme qui est un petit changement où on passe de NS, où on a gardé les initiales de Nudge to Key avec NS Partners, mais il y a un changement de fond en fait qui est différent. Les deux fondateurs, Beat Notz et Christian Stucky, et puis les autres associés de l'époque, ont créé un groupe qui était fantastique, qui a une réussite incroyable. Il y avait combien d'associés en tout, au tout départ? C'était toujours été évolutif. Il y en avait, je pense que début devait être 5 ou 6. Puis il y en a d'autres qui sont arrivés au fur et à mesure. Mais il y a eu toujours une permanence d'associés dans la compagnie qui ont fait que quand l'un est décédé en 2007, Beat Notz, et l'autre est parti à la retraite, il y avait la continuité là, les hommes étaient là et les femmes, et donc il n'y a pas eu de rupture. En revanche, la rupture, on l'a faite, nous, on l'a installée après en disant on doit définir, notre maison va devenir NS Partner parce que on n'est pas simplement l'histoire de deux familles, mais aussi un ensemble de partenaires, et ces partenaires vont construire quelque chose de nouveau. Vous qui, chez Majart, accompagnez cette industrie, quelle observation faites-vous de cette mutation en cours? Combien de GFI conseillez-vous dans l'obtention de la licence dont on parlait tout à l'heure? Alors, globalement, dans l'obtention de la licence et dans tout le support en fait, qu'on peut apporter au GFI à travers la Suisse, on a à peu près une vingtaine de clients. On a une vingtaine de clients pour lesquels, qui sont d'ailleurs, c'est un portefeuille qui est très protéiforme, avec des portefeuilles, certains qui ont quelques dizaines de millions de francs en portefeuille, d'autres qui s'approchent plutôt du milliard, et avec des contraintes quelque part qui sont totalement différentes finalement entre ces portefeuilles. Ça va dépendre notamment de la stratégie initiale de la personne, et notamment qui gère ce portefeuille-là. Ça va dépendre également aussi du type de clientèle, de son âge aussi, parce que finalement, la volonté quelque part de continuer à se développer, de vouloir justement passer ce cap de la FINMA, c'est aussi, ça va demander quelque part un investissement qui va demander un retour sur investissement qui va prendre un peu plus de temps, et donc du coup, on est sur du long terme, exactement. Et un autre point aussi qui est très important, c'est l'appétence quelque part des gérants pour l'innovation, tout ce qui est technologique. Mm-hmm. Et là, on a vraiment surtout une différence, on connaît des différences qui sont très importantes entre les gestionnaires, parce que finalement, tout le monde n'a pas exactement la même appétence avec ce genre d'outils, quoi. Et quelles sont les solutions qui s'offrent aux GFI de plus petite taille, justement, vous disiez que vous les conseillez aussi, qui sont les plus touchés finalement par cette nouvelle donne? Alors, justement, les gérants de plus petite taille, il y a deux types quelque part d'évolution. Il y a déjà une évolution stratégique. Une évolution stratégique qui peut être portée par leur business actuel, c'est-à-dire finalement de trouver un marché de niche, sur lesquels finalement les grosses plateformes ne vont pas aller, et sur lesquels ils sont à peu près sûrs quelque part d'avoir une activité qui sera rentable, qui leur permettra d'avoir un volume d'affaires suffisant justement pour continuer à vivre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout ce qui est technologique.
Aujourd'hui, il existe énormément d'outils qui peuvent leur permettre justement de faciliter un petit peu tout ce travail qui est demandé par la FINMA aujourd'hui. En termes d'organisation, de gestion des risques, de contrôle interne, de compliance, qui leur permettra justement de pouvoir passer ce cap et je dirais d'avoir un ratio entre l'investissement initial et le retour sur le long terme qui sera plus intéressant. La gestion des données personnelles et la continuité aussi des affaires, c'est vraiment deux piliers difficiles peut-être pour un tout petit gestionnaire. Comment vous les aidez sur ces deux piliers, par exemple ? Alors, sur ces deux piliers, ce qui est important, c'est déjà de comprendre un petit peu, et sur tous les piliers finalement, enfin tout ce qui va concerner quelque part la gouvernance et la réglementation, c'est déjà d'avoir un concept quelque part qui sera adapté à chaque gestionnaire. Il n'y a pas deux concepts qui se ressemblent point pour point. À chaque fois, il faut adapter la manière de travailler et la manière d'appréhender justement ces thèmes-là avec le gestionnaire. Chacun est unique, vraiment. Chacun est unique, exactement. Oui. Chacun est unique parce que chacun a un parcours déjà initial qui est très différent. Beaucoup viennent, par exemple, de la banque privée, donc ils vont avoir un certain nombre de réflexes par rapport à leurs anciens employeurs et qui vont répliquer quelque part dans leur structure. D'autres avaient d'autres activités avant, d'autres activités avant qui n'avaient rien à voir. Certains ont repris le portefeuille de leurs parents, par exemple, et donc du coup ont continué quelque part dans cette activité-là. Donc déjà, en termes de personnes, quelque part, on a déjà des profils très différents. Ensuite, en termes de portefeuille, on ne va pas traiter justement une clientèle européenne comme on va traiter une clientèle suisse, comme on va traiter une clientèle du Moyen-Orient ou asiatique. Donc, du coup, les contraintes ne seront pas exactement les mêmes. Et en fonction aussi et à l'intérieur de ces clientèles-là, il peut y avoir aussi beaucoup de différences qui ont énormément d'impact quelque part sur la manière justement dont on va aborder la protection des données personnelles, par exemple. Vous me disiez aussi que de nombreux GFI sont finalement à temps partiel, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres activités et ils sont... Alors là, on parle vraiment effectivement des 20-30% de leur temps. Effectivement, on parle là des toutes petites structures qui, chez des gens justement qui n'ont pas forcément cherché dans un premier temps à se développer et en faire une activité à part entière, mais qui, dans le contexte actuel, est soutenable, mais qui, pour le coup, pour ces personnes-là, ça risque d'être plus compliqué justement de passer le cap de la réglementation parce que le coût initial que va demander cette réglementation-là, le coût de base, sera peut-être trop important, sera peut-être un obstacle. Donc après, il faudra à ce moment-là choisir finalement, est-ce que on se lance à fond dans cette activité-là ou au contraire, est-ce que voilà, on passe son tour. Comment avez-vous orienté vraiment step by step votre business model, Frédéric, et surtout comment avez-vous appréhendé le changement de génération ? C'est vrai que le groupe il a été structuré, c'était une maison de fonds de hedge funds avant 2008. 80% de notre activité, c'était ça, qui est devenu à peu près 25% maintenant de notre activité. C'est Pareto, les 80-20. Oui, à peu près la règle des 80. Donc, il a fallu réinventer 80% de notre activité. C'est un gros changement sur... En 20 ans Même pas. Je dirais, le temps que les générations changent, c'était entre, je dirais, sur les 10 dernières années. En 10 ans. En 10 ans, c'était le moteur. C'était, je dirais, 2012, 22, qui étaient des grands changements. Et ces changements, donc, on les a opérés de façon... ils ont été initiés pour plusieurs raisons. D'abord, on a travaillé un peu sur la structure humaine de notre société en disant, quelle est la pyramide d'âge ? On regarde l'âge moyen des gérants, on dit, il faut qu'on rajeunisse. Donc, on a embauché pas mal de... Combien alors ? Alors, je n'avais pas les chiffres précédents, puis ça ne serait pas très gentil pour les précédents. Aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui, la moyenne d'âge de nos gérants, dans la partie Wealth, c'est 50 ans exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est la moyenne d'âge de nos clients aussi. Parce que quand vous avez des jeunes gérants, ils vous amènent des jeunes clients aussi. Et ce qui est important, c'est le rajeunissement permanent, parce qu'autrement, si vous n'êtes pas dans cette activité de renouvellement, votre activité baisse. C'est sûr. Et notre moyenne d'âge, c'est ça. Et sur les chiffres, on a pas mal travaillé en disant, tiens, au fait, quel est l'âge moyen de notre client ? Et puis, quand on a commencé à regarder il y a 4-5 ans, il était à 65 ans. Je vous dis le chiffre parce que je trouve qu'il est assez amusant. Il a descendu 64, 63, et maintenant on est à 62 ans.
c'est petit comme changement, vous allez dire, mais c'est un changement, une évolution forte. C'est une tendance. C'est-à-dire on est en train d'établir une jeune génération de gérants qui amène des clients et qui fait que l'histoire est là, notre tradition est là, mais la maison est nouvelle. Voilà. Et le fils, Grégoire Nutz, donc a pris aussi des Absolument. Alors, dans le board. vous avez raison, il y avait 2 familles fondatrices principales, et Grégoire est avec nous. C'est le seul en fait représentant des familles fondatrices, et il est au board de la compagnie, il est au comité exécutif, donc il est très actif. Il a moins de 50. Il a 50 ans. 50 ans. Après l'acquisition en 2019 de l'asset manager Jam Research, NS Partners envisage-t-il d'en réaliser d'autres à l'avenir? Alors oui, on aimerait bien, parce que la croissance, il faut qu'on se développe, toujours, on garde ça en tête. La croissance endogène, on y travaille, on embauche, on recrute, on voit du monde. Faire des acquisitions, ça apporte beaucoup de valeur. Alors Jam, c'était un très bon exercice, et je pense que c'était en plus une des rares situations où c'était un win-win pour ceux qui ont apporté l'affaire, c'est-à-dire les gens de Jam qui sont venus, et l'intégration chez nous. C'est-à-dire leurs produits, ils sont avec leurs produits qui étaient assez complémentaires aux nôtres. C'était principalement un fonds de hedge funds, donc on connaît bien ce métier, mais avec des jeunes fund managers avec une prépondérance asiatique qu'on ne connaissait pas bien. Donc c'était très complémentaire. Leur offre était complémentaire à la nôtre, complémentaire. Et puis nous, on a pu dire, d'abord, nos clients, ça les intéresse. Et puis deuxièmement, leurs clients pouvaient s'intéresser à nos produits. Donc on a une sorte de win-win, ce qui n'arrive pas toujours. Mais quand ça marche... En moins de 2 ans. En moins de 2 ans. C'est formidable. Mais ça revient sur une histoire d'homme. C'est l'équipe qu'on a pris, elle est formidable. Alors. Et vous disiez, les personnes qui nous ont apporté ce dossier, finalement, c'était aussi dans le cadre du réseau que vous avez connu Jam Research. Alors, c'est vrai qu'on parlait avec beaucoup de monde. Notre métier, c'est de parler, d'écouter. On parle avec des gens, évidemment, des auditeurs. Et dans le cas présent, dans le cas de Jam, c'est par un ami commun qui a dit « vous devriez vous parler ». Et ça s'est fait aussi simplement que ça. Comme quoi... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants, mais le réseau est important. Le réseau, les partenaires. Benjamin, vous, dans le réseau, justement, vous aidez à professionnaliser cette industrie des GFI, on l'a vu tout à l'heure, sur le plan de la gestion d'entreprise, sur le plan de la réglementation. Observez-vous également un regain d'intérêt pour les fusions, rapprochements ? Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit un regain d'intérêt, on entend des choses, mais c'est vrai qu'on ne perçoit pas, on ne voit pas, par contre, les choses forcément se faire de manière concrète. C'est-à-dire qu'en gros, on a une vision, quand on discute avec plutôt des gros gérants, donc comme NS Partners par exemple, il peut y avoir un intérêt justement à profiter quelque part un petit peu de cette opportunité conjoncturelle justement d'acquérir un certain nombre de portefeuilles, d'aller sur des places où on n'est pas, de pouvoir proposer des produits que à l'intérieur de l'entreprise on n'aurait pas. Donc ça c'est un intérêt qui est marqué. En revanche, côté gérant, comme je disais tout à l'heure, finalement, les petits gérants sont très protéiformes, sont très éclatés. Il y a des modèles d'affaires qui sont totalement différents, des gens qui ont un niveau d'implication aussi et un niveau de connexion quelque part au réseau qui est très, très hétérogène. Si on ajoute à cela le fait qu'il y ait des OR, aujourd'hui encore des OR très différents, des organismes de surveillance dans le futur, qui permettent quelque part d'éclater un peu le paysage, c'est très compliqué d'avoir une vision globale sur quelle est la volonté de la majorité ou d'une part significative de ces petits gérants. Par ailleurs, comme dans toute entreprise, je dirais que pour pouvoir vendre un portefeuille, il faut que le portefeuille ait quand même soit un intérêt spécifique, soit une taille significative pour qu'il puisse être marketé et qu'il puisse être vendu. Comme toute entreprise, si elle ne s'est pas suffisamment développée, en général, c'est toujours difficile quelque part de vendre un actif si l'acheteur n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement en acquérant cet actif. Donc un marché très fragmenté, une consolidation finalement qui n'a pas vraiment eu lieu, en tout cas à la vitesse planifiée. Qu'observez-vous, vous, Frédéric? Vous êtes contacté par des GFI, vous êtes contacté par des auditeurs qui vous présentent leur dossier? Oui, alors on a
on est contacté, et en fait, puis il y a des nouveaux intervenants aussi. Il y a des banques d'affaires, des petites banques d'affaires spécialisées qui travaillent pas mal dans ce milieu-là. Et puis ce qu'on a vu depuis quelques années, et je pense que ça va être un changement aussi profond dans notre métier, on voit des fonds de private equity qui rentrent dans notre activité, qui n'étaient pas tellement intéressantes pour eux parce qu'ils préféraient plutôt la techno, ils préféraient des métiers plus, je pense, avec des plus-values plus rapides. Mais ces métiers-là, le métier du private equity s'est pas mal élargi. Et on commence à voir, il y a 2-3 gros intervenants qui font le tour, qui sont souvent d'ailleurs des Français, des fonds français, et qui disent on vous met à disposition des leviers importants pour développer l'opération, et puis on développe ensemble pour quelques années. Donc c'est vrai qu'il c'est un milieu qui change. Et qui va être, je pense, amené à peut-être plus de volatilité. Sachant que les banques ont déjà fait beaucoup de ces mouvements. Dans nos métiers, alors je parle sous votre contrôle, Benjamin, mais c'est vrai que dans nos métiers, on n'a pas vu de grosses transactions. Il y en a eu quelques-unes. Alors, il y a eu quelques transactions, il y en a une par an à peu près, mais on voit pas autant que de transactions dans les GFI que dans les banques. Alors, c'est un peu... On est peut-être en période transitoire aussi. On est toujours dans cette période transitoire, justement, dans le cadre de la LEFI. Il reste un an, un peu moins d'un an. Exactement. Donc, peut-être qu'on verra un peu plus de choses concrètes se faire une fois qu'on sera rentré dans la fin de cette période transitoire. Mais aujourd'hui, c'est assez... plutôt l'attentisme. C'est un peu, effectivement, c'est un peu d'attentisme et un peu comme finalement les gérants qui souhaiteraient éventuellement avoir cette licence. Quelque part, on a un peu comme dans toute innovation, on a les early adopters qui sont là, qui ont commencé très tôt, et puis en fait, la masse du marché finalement va suivre. Maintenant, quelle est la taille de la masse du marché à la fin? Ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le prédire. C'est vrai que vous êtes plutôt opportuniste dans vos volontés de rapprochement? Oui, alors, on m'a posé la question récemment, c'est quoi votre vision à long terme, à 10 ans? Difficile de répondre. En fait, c'est très difficile. C'est difficile de dire on va faire des acquisitions chaque année. On aimerait bien, mais il faut trouver l'opportunité. Bon. Et les critères qui priment pour vous, quels sont-ils? Alors, essentiellement, évidemment, il faut une activité qu'on comprend, qu'on puisse assimiler. Mais on revient presque toujours à une histoire d'homme. C'est est-ce que les personnes seront assimilables? Est-ce qu'on a envie de travailler avec eux? Et si ça se fait, après, le reste est presque facile à organiser. Mais si on n'a pas cette alchimie qui fait qu'on a envie de travailler ensemble, c'est difficile. Les encours pèsent-ils toujours autant dans le prix de négociation d'un GFI? Ouais. Alors c'est amusant parce que ça a beaucoup changé là. Je me rappelle quand je suis arrivé dans la banque, les transactions se faisaient, c'était un pourcentage des actifs sous gestion. On disait c'était X% de la masse. Payé sur 3 ans, il y avait des... Et maintenant, alors, je pense qu'on revient un peu aussi sur le système de valorisation qui sont plus du private equity. On va parler d'EBITDA et de multiples sur les résultats étalés sur 3 ou 4 ans. Et donc, c'est un peu une méthodologie qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'on va regarder le résultat et pas regarder que la taille. La taille étant moins relevante peut-être que le résultat. Vous l'observez également, vous, Benjamin? Alors, ce qu'on observe, c'est effectivement, il y a un regain d'intérêt pour les méthodes de valorisation d'entreprises classiques. Ça, c'est indéniable. Ce qu'on peut observer peut-être encore comme différence, c'est par rapport à la maturité et par rapport à la spécificité finalement des gérants. C'est-à-dire qu'en gros, plus un gérant va proposer quelque part des services spécifiques et va proposer quelque part un modèle d'affaires spécifique, plus on va être capable finalement de se baser sur la valeur financière de la société justement la valeur financière du compte de résultat de la société pour être capable d'en tirer une valorisation parce que l'entreprise acheteuse va être capable de tirer profit justement de peut-être la stratégie des produits quelque part qui sont proposés par cette entreprise-là. Et rapidement. Et rapidement, exactement. Et rapidement et avec un niveau de perte éventuel qui est très faible. Pour les gérants qui ont, on va dire, un modèle un peu plus classique, qui ont des connexions et un modèle, on va dire, plus standard, là, si ces gérants-là sont valorisés, en général, ils sont valorisés sur
plutôt justement un peu à l'ancienne, Les encours. sur les encours, en prenant bien sûr, c'est pas seulement un pourcentage des encours, c'est les encours avec une analyse peut-être un peu plus fine aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait avant, justement sur la qualité des encours, sur la qualité, sur la conformité des clients. La rétention des clients aussi. Le potentiel de rétention des clients. Enfin, voilà, la base sur ces plus petits, ça va être l'encours, mais avec une analyse un peu plus fine de ce qui se fait aujourd'hui. Et puis les plus gros, ou ceux qui proposent, on va dire, une stratégie, ou qui proposent des services qui sont un peu plus atypiques et qui peuvent se vendre, et qui sont réplicables aux encours de la société acheteuse, eux, effectivement, ça a plus de sens de les valoriser sur la base de leurs résultats. C'est ce qui s'est passé un peu chez vous avec Jam Research. Oui, alors absolument. On a intégré facilement parce qu'on connaissait leur métier bien. Eux connaissaient le nôtre, donc ils ont compris on parlait le même langage. Et puis après, c'était très rapide. Ouais, mais c'est rare. Hein. C'est pas des opérations qu'on voit souvent. C'était un multiple. Un multiple, oui. Pour conclure, ne risque-t-on pas de se diriger vers une très grande sophistication de ces acteurs, les GFI ? Ce qu'on vous appelait la sophistication, on pourrait appeler ça un gain technologique quelque part. Et cet apport de technologie permet notamment d'attirer des clients plus jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, le plus gros risque pour les gérants actuels, c'est pas tellement de voir leurs clients partir, parce que les clients sont assez fidèles encore à leurs gérants, parce qu'ils ont, ils ont créé une relation de confiance. Ça reste une relation de confiance, et dans le futur, ça restera toujours une relation de confiance. L'humain prime. Exactement, mais par contre, pour attirer des nouveaux, il faut pouvoir parler un langage nouveau, c'est-à-dire d'être capable d'avoir des outils qui permettent de mettre à disposition énormément d'informations à la disposition du client. Le client a envie d'être de plus en plus acteur de la gestion de son portefeuille, et donc du coup, je considère que c'est plutôt un atout pour les gérants et pour l'industrie d'une manière générale suisse par rapport à d'autres places d'autres places financières qui effectivement vont plus s'appuyer sur la technologie, parce que c'est des places qui sont plus récentes, et donc du coup elles ont moins de legacy. Exactement, donc c'est beaucoup plus simple. Là, il y a une transformation effectivement qui est en train de se faire aussi en Suisse sur la technologie, et je pense que c'est essentiel justement pour pouvoir continuer à attirer des nouveaux clients. Une sophistication plus technologique. Exactement, oui. Merci à vous deux pour cet échange d'expertise sur l'évolution structurelle du métier de gestionnaire de fortune. Merci Frédéric. Merci à vous Elsa de nous avoir reçus. Merci Benjamin. Merci à vous. Vous avez pu découvrir la vision future de l'industrie partagée par nos deux invités, ainsi que la transformation de Nudge Stucky en NS Partners. Je vous donne rendez-vous en 2022 pour une nouvelle série capsule. D'ici là, Sphère continue d'apporter des solutions aux professionnels de la gestion de fortune, dans ses magazines, sur son site et avec ses événements. Et n'oubliez pas, sur Sphère TV, restez connectés.